de plus en plus, on s'intéresse au bien-être animal et on s'attache à respecter l'animal. Et donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très fort actuellement, à la fois au niveau de la réglementation, puisqu'on va le voir, on a une réglementation qui a été mise en place pour justement s'assurer que l'utilisation des animaux se fait dans le respect de l'animal, et également vis-à-vis de la société. Parce qu'actuellement, l'expérimentation animale, l'utilisation des animaux, est un sujet qui peut prêter à débat, à controverse. Alors, c'est vrai qu'en France, on a la chance effectivement d'avoir l'opinion publique favorable au recours à l'animal. Et la population accepte ce recours à l'animal si derrière, eh bien, on en attend quelque chose, on attend des retombées positives, on attend un bénéfice, que ce soit pour l'animal ou que ce soit pour l'ensemble de la société, hein, pour un groupe en général. Alors, je vous disais qu'il est vraiment important de ce fait de travailler correctement en respectant les règles qui nous sont imposées pour pouvoir les afficher. Et c'est vrai que la population, la société, elle, même si elle est favorable, d'une manière générale, s'interroge. L'expérimentation animale, vous savez que certains petits groupes sont opposés à l'expérimentation animale, et c'est tout à fait logique que dans une population, on n'ait pas de manière unanime une acceptation de ce type de pratique. Alors, donc la population, elle s'interroge régulièrement, est-ce qu'il est légitime de recourir à l'animal? Est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'il y a des contrôles? Et c'est aussi à la communauté scientifique de faire passer certains messages vis-à-vis de la société pour lui dire, effectivement, on travaille en ayant conscience et en respectant l'animal. Donc la communauté scientifique dont vous faites partie, elle doit connaître le modèle animal qu'elle utilise, doit connaître sa sensibilité et en tenir compte. Vous avez d'ailleurs des formations, on va le voir, qui ont été mises en place pour vous aider à choisir le bon modèle et à le respecter. Et puis, bien entendu, on a donc toujours dans une population, je vous ai mis de manière un petit peu provocatrice la présence d'antivivisectionnistes. Donc, on a des personnes qui sont complètement opposées à l'idée même de recourir à l'animal. Donc, ils ne vont absolument pas considérer comme légitime cette utilisation, qu'elle soit pour de la recherche ou qu'elle soit dans le cadre même de l'alimentation. Donc un refus complet. Donc effectivement, avec ce courant de pensée, il est très difficile de dialoguer, hein, puisque la légitimité même du recours à l'animal est discutée. Même si cette population donc, est minime, je crois qu'en fait, il faut pouvoir afficher très clairement la façon dont on travaille pour pouvoir justement, vis-à-vis de la population globale, eh bien, montrer que nous sommes respectueux. Alors, par rapport à toutes les interrogations de la société vis-à-vis de l'utilisation de l'animal, eh bien, la première, c'est de mettre en place un cadre réglementaire. Donc, on va le voir, il y a donc un cadre réglementaire qui existe, qui définit le champ de l'action, qui définit également les compétences que les personnes doivent avoir pour pouvoir travailler avec l'animal et qui définit une autorité. On va le voir, en ce qui concerne la protection animale, l'autorité, eh bien, c'est le ministère de l'Agriculture. Et également des dispositifs de contrôle. Les attentes de la société sont aussi, on y a répondu, en mettant en place des moyens d'évaluation et des moyens d'évaluation scientifiques, donc des projets scientifiques. Et vous savez tous en fait que pour pouvoir avoir des budgets, pour pouvoir avoir des financements, eh bien, il y a une évaluation scientifique des projets par différentes agences qui sont mises en œuvre. Et à côté de cet aspect réglementaire et scientifique, il y a un dispositif éthique qui a été mis en place et qui est là pour répondre et pour évaluer les projets et répondre à la question du pourquoi ce projet est mis en place et comment il est mis en place et ce qu'il est fait dans le cadre du respect de l'animal. Alors, le cadre réglementaire qui est en place, vous devez le connaître à partir du moment où vous allez utiliser des animaux. Ce cadre réglementaire, il a commencé à se mettre en place depuis un certain nombre d'années. Puisque je vous ai mis une des premières lois qui a été mise en place date de 1850 pour protéger l'animal et interdire les traitements cruels en public. Donc
qu'à cette époque-là, on pouvait éventuellement faire encore un peu n'importe quoi du moment qu'on se cachait. J'exagère. Mais il faut savoir qu'on a vraiment mis en place des choses un petit peu plus précises à partir de 1963 où cette interdiction a été poussée jusqu'aux animaux de laboratoire, a été appliquée pour les animaux de laboratoire. Et puis quelques années après, a été mis en place une autorisation d'expérimenter. Donc il fallait faire une démarche particulière auprès de l'administration, auprès des autorités, pour pouvoir expérimenter sur l'animal. En 1976, il y a même une loi qui a reconnu le statut d'être sensible de l'animal. Donc vous voyez, les choses sont allées un petit peu crescendo dans la reconnaissance de la sensibilité de l'animal. Et puis en 1987, nous avons eu dans droit français la transcription d'une directive, qui est la directive 86-609, directive donc européenne, qui visait à protéger l'animal utilisé à des fins scientifiques. En termes de réglementation, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons la réglementation européenne qui, ensuite, se transpose en droit français. Tous les États doivent transposer cette réglementation. Donc, la directive de 86, qui visait à protéger les animaux utilisés en expérimentation, a été donc transposée par un décret suivi de 3 arrêtés ministériels. Je vous les mentionne, car jusqu'à présent, jusqu'au début de cette année, ces textes donc, étaient en cours de validité. Ils ont été révisés récemment, puisque les choses évoluent, les techniques évoluent, les connaissances évoluent, et il a été décidé de revoir un petit peu cette directive qui datait de plus de 20 ans. Et une nouvelle directive donc, est apparue, a été publiée en 2010, la directive 2010-63, qui est un texte de référence. Les États membres avaient 2 ans pour transposer cette directive, ce qui a été fait en droit français cette année, puisque nous avons eu un décret qui est sorti au 1er février, applicable au 8 février 2013. Donc le décret 2013-118, qui est le texte actuellement, qui encadre l'utilisation des animaux en expérimentation animale, que vous devez connaître, que je vous incite à aller consulter sur Légifrance. Ce décret a été accompagné de 4 arrêtés. Un arrêté qui fixe les conditions d'agrément des établissements fournisseurs, éleveurs ou utilisateurs d'animaux. Un arrêté qui définit les compétences des personnels qui vont travailler et utiliser les animaux à des fins scientifiques. Un autre arrêté concernant l'autorisation des projets, les démarches à mettre en place pour l'autorisation des projets qui utilisent l'animal. Et enfin, un dernier arrêté qui concerne les conditions de fourniture des animaux utilisés à des fins scientifiques. Alors, le champ d'application de cette réglementation est bien entendu défini, et on considère que est soumis à cette réglementation toute utilisation d'animaux vertébrés, forme larvaire autonome et forme fétale de mammifères à partir du dernier tiers de gestation ou antérieur si l'animal subira des dommages durables postérieurement. Et quelque chose de nouveau, c'est l'introduction des céphalopodes aussi. Donc jusqu'à présent, lorsque l'on travaillait sur n'importe quelle catégorie d'invertébrés, en expérimentation animale, vous n'étiez pas sous le régime de la réglementation actuelle. Les céphalopodes ont été intégrés, pourquoi ? Parce que, on sait maintenant qu'ils ont le potentiel pour ressentir de la douleur. Et les choses évolueront peut-être par la suite. Donc si vous travaillez sur la mouche, par exemple, ou la drosophile, effectivement, cette réglementation ne s'applique pas. Ce qui ne veut pas dire que vous ne devez pas respecter l'animal que vous allez utiliser, bien entendu. Un autre point important dans cette réglementation, c'est certaines définitions, et la définition de projet. Lorsqu'on parle de projet en termes d'expérimentation animale, ce n'est pas un projet scientifique au sens où vous l'entendez. C'est un projet qui recourt à l'animal et c'est un programme de travail ayant un objectif scientifique défini et impliquant une ou plusieurs procédures. Une procédure, c'est l'utilisation, alors invasive ou non, mais destinée à des fins expérimentales, scientifiques ou éducatives, donc d'un animal, susceptible de causer à cet animal une douleur, une souffrance,
une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille, conformément aux bonnes pratiques vétérinaires. Donc vous voyez que c'est quand même quelque chose de très précis. Et il a été introduit un seuil, en fait, un seuil de douleur. Alors effectivement, il peut être discutable. Les choses sont comme ça. La réglementation nous l'impose. Ce qui veut dire que toute intervention sur un animal qui pourrait lui engendrer un stress ou une douleur équivalente à l'introduction d'une aiguille est considérée comme une procédure. Et ce qui est intéressant aussi dans cette définition, c'est que, bien entendu, est considérée comme une procédure toute création d'un animal transgénique, d'une lignée transgénique. Donc la création est une procédure. Par contre, est exclue la mise à mort d'animaux à la seule fin d'utiliser d'utiliser leurs organes ou leurs tissus. Donc c'est intéressant, cette petite nuance, et on va voir pourquoi. Quoi qu'il arrive, en ce qui concerne les prélèvements sur animaux, alors l'euthanasie ou la mise à mort, puisque les textes réglementaires ont préféré utiliser le terme de mise à mort, mais les choses sont équivalentes. Donc l'euthanasie des animaux à des seules fins de prélèvement, finalement, ne constitue pas une procédure si la mise à mort est réalisée par une technique qui est appropriée et qui est référencée dans l'annexe d'un des arrêtés que je vous ai mentionné, l'arrêté concernant l'agrément des établissements. Et donc vous voyez que je vous ai remis ce petit tableau qui est dans cet arrêté. Vous avez en fait listé un certain nombre de méthodes en fonction, bien entendu, des espèces. Les méthodes d'euthanasie varient en fonction des espèces. Alors, à ne pas confondre dans ce tableau, lorsque vous avez une croix, ce n'est pas que c'est autorisé, c'est au contraire que ce n'est pas recommandé, ce n'est pas considéré comme une technique adaptée. Donc, par exemple, pour les rongeurs, eh bien très clairement, pour les rongeurs, vous avez comme méthode d'euthanasie considérée comme acceptable le surdosage en anesthésie. Vous avez l'euthanasie par CO2, au dioxyde de carbone, la dislocation cervicale. Vous avez également la décapitation, qui font partie des bonnes méthodes de mise à mort. Donc, si vous euthanasiez un animal selon une de ces méthodes, simplement pour prélever ses organes, eh bien, vous rentrez bien entendu dans le champ de l'expérimentation animale, mais ce n'est pas une procédure. Par contre, on va voir, si vous êtes amené à anesthésier un animal, le perfuser, mettre en place une perfusion pour pouvoir prélever cet animal, et bien là, vous allez rentrer dans le cadre d'une procédure qui est considérée comme une procédure sans réveil. La réglementation actuelle a défini 4 classes de gravité des procédures. Procédures sans réveil, ce sont les procédures expérimentales menées intégralement, comme je vous l'ai dit, sous anesthésie générale, au terme desquelles l'animal ne reprend pas conscience. Eh bien, ce sont des procédures sans réveil. Et puis, il y a 3 autres niveaux de gravité, légère, modérée, sévère, et qui sont définis. Certains guides ont été mis en place pour vous aider dans l'évaluation du degré de gravité des procédures. Alors, vous allez me dire, effectivement, la mise à mort d'un animal, une procédure, ce n'est pas une procédure, on va voir l'impact que ça va avoir, mais ayez en tête qu'elle doit être réalisée d'une manière générale, toujours, par une personne compétente. C'est ça qui est important. Et donc, qu'est-ce qu'on entend par compétence des personnels ? Je vous l'ai dit, vous avez un arrêté qui définit les compétences des personnels qui vont travailler avec les animaux. Et cette réglementation définit actuellement 4 fonctions. Donc, nous avons des personnes qui vont concevoir des procédures expérimentales, la première fonction. La deuxième fonction, c'est l'application de procédures expérimentales aux animaux, le soin aux animaux et la mise à mort des animaux. Donc, ces 4 fonctions, pour exercer une de ces fonctions, eh bien, vous devez être compétent. Être compétent, ça veut dire quoi ? Ça veut dire avoir suivi une formation réglementaire spécifique, adaptée à la fonction que vous allez exercer. Conception, manipulation ou soin. Si dans les interventions que vous avez à réaliser sur l'animal, il y a des procédures chirurgicales,
eh bien, il est nécessaire pour être considéré comme compétent de suivre, en complément de ces formations spécifiques à l'expérimentation, de suivre une formation chirurgie expérimentale. Ces formations donc, réglementaires sont agréées par le ministère de l'Agriculture et, chose aussi nouvelle dans la réglementation de cette année, qui fait suite à la directive de 2010, les personnels doivent avoir suivi une formation dans l'année qui suit la prise de poste, donc assez rapidement. Alors actuellement, vous connaissez peut-être les différents niveaux de formation, les niveaux 1, 2 ou 3, le niveau 1 pour les concepteurs, le niveau 2 pour les personnes qui sont amenées à effectuer des manipulations sur l'animal, et le niveau 3 pour les personnes qui vont assurer le soin aux animaux. Ces formations sont en cours un petit peu d'évolution, il n'y aura pas non plus de changement très important en ce qui les concerne, mais il y aura une adaptation un petit peu plus précise pour répondre justement aux fonctions qui seront exercées par les personnels. On a de plus, et ça c'est effectivement quelque chose de nouveau, la nécessité de suivre une formation continue. Et cette formation continue consiste à suivre une formation de 3 jours minimum étalée sur 6 ans. Donc ça, c'est applicable pour tous les personnels, quelle que soit la fonction exercée. Il y a également dans la réglementation qui vient de paraître une reconnaissance du tutorat, je dirais, et pour toutes les applications pratiques, les interventions pratiques sur animaux, eh bien, il est reconnu que ces techniques s'apprennent au contact de personnes qui sont considérées comme des tuteurs, des personnes qui maîtrisent elles-mêmes le geste. Ce n'est pas par le biais de formations réglementaires qu'on va apprendre à travailler véritablement avec l'animal. Les formations réglementaires sont là pour sensibiliser les personnels à la sensibilité de l'animal. Donc une reconnaissance du tutorat. Également, chose nouvelle maintenant, dans les établissements, il y a un responsable des compétences qui doit être nommé. Donc un responsable par établissement et qui doit s'assurer que les personnels qui travaillent dans l'établissement ont les compétences requises pour exercer la fonction qu'elles exercent. Et de ce fait, il est apparu la nécessité de mettre en place un livret de compétences des personnels. Donc c'est quelque chose qui se met en place là, cette année dans les différents établissements. Donc chaque personnel, quelle que soit sa fonction, doit pouvoir avoir un livret qui récapitule l'ensemble des formations qu'il a suivies, formation réglementaire ou formation continue, pour pouvoir justement montrer qu'il a les compétences requises pour faire ce qu'il demande. Et puis l'autre point, donc le personnel doit être compétent et bien entendu, quel que soit le type d'utilisation que vous allez faire sur un animal, vous ne pouvez pas intervenir n'importe où sur cet animal, mais dans un établissement qui a été agréé. L'établissement utilisateur, fournisseur ou éleveur doivent avoir un agrément qui est donné par le préfet du département dans lequel l'établissement est implanté, après instruction par la DDPP, la Direction départementale de la protection des populations. Alors c'est un dossier au départ administratif, c'est un CERFA qui est à remplir. Le dossier est instruit, vous avez une visite des inspecteurs de la DDPP pour s'assurer que l'établissement répond bien à un certain nombre de conditions qui ont été présentées dans le dossier. Ces conditions sont lesquelles? Elles concernent les installations, à savoir il faut des pièces d'hébergement, des pièces d'expérimentation, une zone de laverie, un contrôle des températures dans les pièces d'hébergement, un contrôle également de l'humidité, etc. Donc, je ne vais pas tout détailler. Donc, des installations, du personnel également, puisque je viens de vous le dire, il faut un personnel compétent dans les établissements utilisateurs, fournisseurs ou éleveurs, donc formé en nombre suffisant. Il faut également un vétérinaire qui soit rattaché à l'établissement. Ce vétérinaire est là pour s'assurer de la santé des animaux qui sont hébergés ou manipés. Et il y a également des conditions en ce qui concerne le fonctionnement au niveau de l'établissement. Il y a par exemple nécessité d'assurer un suivi quotidien des animaux dans chacun des établissements, ce qui est effectivement une des mesures qui, lorsque le texte a été mis est paru, a fait un petit peu de vague parce qu'il faut trouver les moyens pour s'assurer
surveiller les animaux de manière quotidienne, s'assurer effectivement qu'il n'y a pas, qu'ils vont bien. Et également mettre en place un certain nombre de registres. Le registre entrée-sortie des animaux, le registre des médicaments. L'objectif en fait étant d'assurer une traçabilité au sein de l'établissement. Actuellement, un point qui est nouveau, puisqu'il n'était pas dans l'ancienne réglementation française, c'est le fait que tout projet doit recevoir une autorisation avant sa mise en œuvre. Donc, tout projet utilisant des animaux. Donc, on a vu ce qu'on entendait par projet. C'est pour ça que je vous ai fait un petit, en introduction, je vous ai montré un petit peu la nuance. Un projet, c'est une utilisation d'un animal par le biais d'une procédure, d'accord ? Donc, si vous ne faites pas, vous ne réalisez pas une procédure sur l'animal, eh bien, ce n'est pas un projet qui va demander une autorisation. L'autorisation d'un projet, donc, je vous le disais, doit être faite préalablement avant sa mise en œuvre. Cette demande est adressée au ministère de la Recherche. C'est un dossier à présenter. L'autorisation ne sera accordée qu'après une évaluation éthique du projet. Cette évaluation éthique, actuellement, est réalisée par le comité d'éthique dont relève l'établissement où seront utilisés les animaux. D'accord ? Donc, le comité d'éthique examine le projet, s'assure de la justification, s'assure qu'il y a une justification soit scientifique, soit éducative ou réglementaire pour mettre en œuvre ce projet, que les objectifs définis par le projet nécessitent le recours à l'animal et que l'utilisation de l'animal va se faire dans le respect de cet animal, le respect de sa sensibilité et en mettant en œuvre, en appliquant la règle des 3 R. La règle des 3 R qui consiste à remplacer le recours à l'animal lorsque l'animal n'est pas indispensable, à réduire le nombre d'animaux utilisés au maximum, c'est-à-dire à utiliser un nombre optimal d'animaux, ni trop peu pour que les résultats puissent être interprétables, ni trop pour éviter une surconsommation des animaux, et de raffiner les techniques qui sont mises en œuvre. C'est quoi le raffinement ? Le raffinement, c'est de mettre en œuvre des techniques qui vont limiter la contrainte qui est imposée à l'animal. La demande d'autorisation de projet doit également faire part de la classification des procédures, du degré de gravité des procédures qui vont être mises en œuvre sur l'animal. Donc on l'a vu, sans réanimation, léger, modéré ou sévère. Et le comité d'éthique validera ou pas cette classification. Il est également demandé un résumé non technique lorsque vous faites une demande d'autorisation de projet. Ce résumé non technique, il est fait pour pouvoir être mis à disposition du public. Alors bien entendu, il ne doit pas contenir de références précises qui permettraient d'identifier des personnes ou des lieux. Cette autorisation de projet peut être donnée pour 5 ans. C'est au concepteur en fait, du projet de décider de la durée de son projet. Donc elle ne peut pas excéder 5 ans, mais vous pouvez faire une demande pour un projet de 6 mois par exemple. Donc le comité d'éthique joue maintenant un rôle fondamental. Il était jusqu'à présent consultatif, simplement. Avec l'apparition du décret 2013-118, eh bien, il est incontournable et il devient, je vous l'ai mis, eh bien, il est devenu en fait une des composantes de l'autorité. Et sa mission est devenue réglementaire. Alors, un comité d'éthique est rattaché à un établissement. Il peut être rattaché à différents établissements, mais un établissement ne peut avoir qu'un seul comité d'éthique. Donc, vous ne pouvez pas décider du comité d'éthique qui évaluera votre projet. Il est défini au préalable. La composition et le fonctionnement des comités d'éthique a été défini. Et à minima, vous devez avoir une personne qui participe aux expériences dans ce comité d'éthique, une personne chargée de dispenser des soins, un vétérinaire, un concepteur de projet et une personne extérieure. Bien entendu, tous les membres du comité d'éthique eh bien, se sont engagés à une indépendance, une impartialité et une confidentialité dans l'examen de ces projets. Parallèlement, nous avons la mise en place d'une surveillance du fonctionnement de ces comités
par un agent, un délégué régional à la recherche et à la technologie, un D2RT, qui va s'assurer de la conformité des pratiques d'évaluation dans les comités. Cet agent-là ne participera pas à l'évaluation des projets, mais s'assurera que le comité fonctionne de manière conforme à une charte qui a été éditée. Donc tous les comités d'éthique actuellement sont enregistrés auprès du ministère. Ils rentrent en fait dans l'ensemble du dispositif éthique qui a été mis en place et qui comprend donc le comité d'éthique qui va évaluer les projets et qui est rattaché à un établissement utilisateur. Mais il est en relation avec deux autres instances, le Comité national de réflexion éthique en expérimentation animale et la Commission nationale de l'expérimentation animale. La CNEA, elle va conseiller les ministres sur la réglementation et sa mise en œuvre. Elle a été d'ailleurs consultée par rapport à la transposition de la directive de 2010. Et le Comité national de réflexion éthique, le CNREEA, la première des choses, il a été mis en place en 2005 et il s'est attaché en premier lieu à éditer une charte nationale pour une éthique en expérimentation animale auquel ont adhéré tous les comités d'éthique. Donc si je résume, l'autorisation actuellement, donc si vous mettez en place, vous utilisez un animal dans le cadre d'un projet scientifique, ce projet doit inclure une ou plusieurs procédures. Vous avez le ministère de la Recherche qui va intervenir dans cette autorisation, puisque c'est à lui que la demande doit être faite. La demande est faite et une évaluation éthique du projet est réalisée. Si elle est favorable, l'autorisation est donnée. Et nous avons un contrôle de la mise en œuvre des projets par le ministère de l'Agriculture qui va, par le biais des agréments qu'il va délivrer, et des visites qu'il va faire dans les établissements, va donner cet agrément et s'assurer qu'il y a du personnel en nombre suffisant, du personnel compétent, qu'il y a bien des animaux qui proviennent de fournisseurs, en tout cas que le fonctionnement est conforme à la réglementation. Donc on a effectivement la participation de deux ministères, la recherche et l'agriculture. C'est pour ça que je conclurai en vous disant que l'utilisation des animaux, vous avez un parcours à effectuer. Je vous ai mis des obstacles, ce ne sont pas des obstacles à franchir, mais simplement des étapes à respecter. Vous l'avez vu, il y a une réglementation qui a été mise en place pour protéger l'animal. Nul n'est censé ignorer la loi. Et donc je vous dirais que actuellement, vous ne pourrez plus jouer les délinquants en expérimentation animale en disant « je ne savais pas », puisque maintenant, vous savez, donc vous pouvez faire. Voilà, je vous remercie et je reste à votre disposition pour toutes questions.